Bonjour, bonsoir tout le monde, en fonction d'où vous nous suivez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série d'émissions un peu spéciales avec un invité spécial qu'on ne présente plus, Patrick Mbeko, avec qui on va discuter de plusieurs sujets, parmi lesquels la France-Afrique. On va parler de géopolitique, de la crise russo-ukrainienne et de ses impacts en Afrique. C'est un réel plaisir pour moi de retrouver Patrick une fois de plus pour échanger de toutes ces thématiques-là. Et comme vous le savez bien, un entrepreneur, ce n'est pas juste quelqu'un qui investit ou qui met son argent quelque part, c'est aussi quelqu'un qui comprend le monde dans lequel il investit et les implications d'ailleurs géopolitiques pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc, sans plus tarder, je vais simplement laisser Patrick se présenter et ensuite on va plonger dans les sujets et on en a beaucoup. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Merci beaucoup une fois de plus d'avoir accepté de te prêter à l'exercice en ligne comme ça, de parler de sujets aussi sérieux et aussi sensibles. Est-ce que tu veux juste déjà te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Écoutez, je m'appelle Patrick Mbeko, je suis congolais, je suis canadien d'origine congolaise, donc de la RDC. Je m'intéresse aux questions géopolitiques. J'ai un parcours universitaire pluridisciplinaire et je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. En gros, voilà. Très bien. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de France-Afrique. C'est un bon sujet pour démarrer parce que c'est un sujet qui cristallise l'attention sur le continent. Beaucoup maintenant se définissent comme panafricains. Déjà, peut-être avant d'entrer dans le sujet, pour toi, c'est quoi la France-Afrique? En fait, la France-Afrique désigne de manière générale un type particulier de relations particulières en tout cas entre la France et ses anciennes colonies en Afrique. Bon, pour les détracteurs de la France-Afrique, il s'agit de relations néocoloniales entre l'Hexagone et puis les anciennes colonies françaises d'Afrique subsaharienne. Bon, pour moi, la France-Afrique va au-delà de ça, vu qu'il y a eu une forme de mutation avec le temps, hein. Donc, pour moi, la France-Afrique désigne tout simplement un type de relation particulier entre la France et ses anciennes colonies, des relations qui font la part belle, faut-il le dire, à une certaine élite française, politique et économique, mais aussi une certaine élite africaine. Donc, on est là. Ça se résume en gros par des soutiens des autocrates parfois en Afrique et en contrepartie, le financement des élections en France. Il y a eu des coups d'État aussi, la préservation des intérêts français sur le continent, notamment dans ses anciennes colonies et tout. En gros, ça résume ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir la même lecture qu'on a de la France-Afrique d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Alors justement, la France-Afrique, c'est une relation qui a évolué. Est-ce que tu veux juste nous faire un petit brosser rapidement les grandes phases de cette relation et puis conclure avec où on en est aujourd'hui? Comment elle se matérialise? Euh, euh, je te remercie pour cette question. On se tutoie, hein, Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. parler. Je te remercie pour cette question parce que ça va permettre aussi de débroussailler un peu le débat sur la France-Afrique. On a tendance à présenter la France-Afrique aujourd'hui comme étant un système dirigé de la France contre les intérêts de l'Afrique, alors que ce système implique aussi des élites africaines qui en profitent d'une certaine manière pour avancer leur carte sur leur échiquier national. Donc, une fois cela étant dit, maintenant on peut revenir sur les grandes phases de la France-Afrique. Moi, je pourrais les subdiviser en trois parties. Il y a la phase d'avant les indépendances et tout ça, où la France dominait ses anciennes colonies. En fait, la France-Afrique en elle-même n'existait pas comme telle parce que c'était la France qui dominait entièrement ses anciennes colonies, donc ses colonies de l'époque. Et vous avez par la suite la période post-indépendance, donc la période qui suit les indépendances, où la France garde la main toujours sur ses anciennes colonies et crée ce système qui deviendra ce qu'on appellera la France-Afrique, qui, faut-il le rappeler, est une expression qui a été utilisée pour la première fois, d'après plusieurs sources, par Houphouët-Boigny. Donc, ça n'a pas été créé par les Français eux-mêmes, mais c'est une expression qui a été créée par Houphouët-Boigny pour, en fait, euh, résumer ce type de relation particulière entre la France et ses anciennes colonies. Et donc, pendant cette époque-là, pendant la période post-indépendance, qui est caractérisée aussi par la guerre froide, la France a la main sur ses anciennes colonies en soutien des dirigeants qui sont dociles et qui soutiennent les positions de la France sur la scène internationale, notamment aux Nations Unies. Et après, vous avez la période de l'après-guerre froide. Donc, à partir des années 90, on observe un changement dans la position de la France en Afrique. Vous avez le discours de la boule, durant lequel, François Mitterrand va
conditionner le soutien de la France à la démocratisation des États africains. Bon, ce changement de temps n'emmène pas automatiquement un changement de politique à l'égard du système, en tout cas du système, au sein du système France-africain. Mais il y a quand même des changements importants parce que la fin de la guerre froide sonne aussi la fin je dirais comme ça, de l'hégémonie absolue de la France sur ses anciennes colonies. Pourquoi je le dis? Parce que pendant la guerre froide, la France va jouer le rôle de gendarme des intérêts occidentaux en Afrique subsaharienne francophone, plus particulièrement dans ses anciennes colonies. Mais des pays comme le Rwanda ou le Zaïre, qui ne font pas partie du système français, qui ne sont pas dans les anciennes colonies françaises, vont quand même faire partie du système france-africain. Mais après la guerre froide, la donne change parce que les Américains décident de faire de toutes les régions du monde, en fait, décident de dominer le monde et la place qu'occupait la France à l'époque de la guerre froide, elle n'aura plus cette France-là. Bien entendu, il y aura son précaré africain, son précaré africain caractérisé par des relations france-africaines, mais des pays comme les États-Unis vont vouloir aussi avoir la main sur ces États-là. Et aussi d'autres acteurs vont arriver par la suite, comme la Chine. Ça va permettre aux dirigeants africains d'avoir plusieurs offres et de pouvoir négocier leurs relations avec l'ancienne colonie, donc avec la France. Donc, vous avez ces trois étapes-là. Vous avez l'étape, oui, post-indépendance caractérisée par la guerre froide, où la France joue le rôle de gendarme de l'Afrique. Vous avez l'après-guerre froide, où la France est toujours présente, mais elle n'a plus nécessairement la même influence qu'elle avait à l'époque. Et il y a un événement important que je dois relever qui va vraiment bousculer les intérêts, la position de la France en Afrique, c'est le génocide au Rwanda, parce que Paris sera accusé d'avoir soutenu un gouvernement, entre guillemets, génocidaire, ce qui fait que sur la scène internationale, la France sera sur une position défensive. Elle sera obligée tout le temps de justifier sa position dans un certain nombre de dossiers en Afrique. Et vous avez la période des années 2000 qui est caractérisée par la montée en puissance des pays comme la Chine ou même le retour en force des pays comme la Russie sur le continent et d'autres acteurs majeurs des relations internationales qui va, l'arrivée de ces acteurs-là va faire que la France va totalement perdre la main, va essayer de maintenir le système en place sans y arriver. Et c'est à partir de ce moment qu'on va avoir émergé le discours sur la fin de la France-Afrique. En France, c'est Nicolas Sarkozy qui vient, qui annonce en pompe que c'est fini les relations à l'ancienne. Et Hollande va surfer là-dessus, mais pas trop, mais Macron va revenir en force en disant que c'est fini les relations france-africaines, même si celles-ci n'ont jamais véritablement pris fin, mais elles ont juste changé de forme. En D'accord, raison merci des beaucoup. explications que j'ai données, en fait. Oui, donc ok, effectivement, on voit bien qu'il y a eu une évolution de ces relations. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient dans le franc CFA, parce que c'est un sujet quand même qui est très important, un des vestiges de cette France-Afrique-là. Beaucoup estiment que plusieurs présidents africains sont là du fait de leur relation avec Paris, ou alors pire encore, que beaucoup de nos dirigeants travaillent. Alors je sais qu'il y en a particulièrement deux ou trois qui sont souvent épinglés. On peut les nommer, hein, le président Macky Sall, le président Alassane Ouattara, sont souvent, en tout cas, épinglés comme étant des personnes qui n'ont pas une politique qui sert les intérêts de leur peuple, mais plutôt ceux de leurs, justement, amis, entre guillemets, de la France-Afrique. Et pourtant, paradoxalement, quand on va dans ces deux pays que je viens de citer, on a quand même l'impression que ce sont les deux capitales les plus développées d'Afrique francophone de manière globale et même qu'elle bouscule quelque part les grosses capitales anglophones comme le Accra ou même Abuja. Abuja. Comment est-ce que tu lis ça? Ben, d'abord, il y a deux choses, il y a une chose qu'il faut dire hein, sur la question de la France-Afrique, c'est qu'il y a euh, la plupart des gens qui parlent de la France-Afrique aujourd'hui semblent la découvrir en réalité, semblent redécouvrir cette réalité ancienne, ce système ancien. Et ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi beaucoup d'ignorance sur la question de la France-Afrique parce que la plupart des gens sont des militants qui n'ont pas étudié la question sur le fond. Il y a du militantisme, de mon point de vue, qui est non informé. Parce que on confond, il y a un mélange il y a beaucoup de confusion dans cette histoire de France-Afrique. Et j'aime les exemples que vous donnez. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, quand vous analysez, par exemple, la position de ces chefs d'État-là, je vais vous donner un exemple très simple. Le Sénégal s'est abstenu lors du vote au Conseil de sécurité sur la question ukrainienne.
à la grande colère et à la grande surprise, par exemple, des capitales occidentales, à commencer par Paris. Donc, le Sénégal n'a pas suivi la position de l'Occident. Il y a beaucoup de dossiers dans lesquels on a vu des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ne pas nécessairement suivre l'Occident, même si les dirigeants de ces pays-là, faut-il le dire, sont assez liés à la France. Être lié à la France ne veut pas dire travailler pour les intérêts de la France. La gestion de l'État, la gestion du pouvoir, l'exercice du pouvoir est très complexe. On ne peut pas le résumer à des considérations parfois superfétatoires qui ne sont pas conformes à la réalité des faits. La France-Afrique aujourd'hui, de mon point de vue, est dans une situation de mort cérébrale, si on veut. Ça ne veut pas dire que ce système est complètement mort. Je dis système mort cérébrale si je compare à la France-Afrique de l'époque Focard. Parce qu'à Oui, l'époque de Focard, la France avait la main sur les États africains. Aujourd'hui, la France n'a pas la main sur les États africains. Et je peux même vous dire que certains chefs d'État africains profitent de cette situation-là pour instrumentaliser la question de la France-Afrique quand ça fait leur affaire. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron, le président français, avait déclaré il y a 2 ans, avait demandé au chef d'État africain de, 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 de dire ouvertement quelle est la position de leur pays par rapport à la France. Parce que les Français se sont rendus compte que les dirigeants africains instrumentalisent la question de la France-Afrique à des fins de politique intérieure. Cela ne veut pas dire que la France-Afrique est totalement morte. Je veux simplement dire que cette France-Afrique-là, qui est dans une position intenable compte tenu de la présence sur le continent africain des acteurs majeurs comme la Chine, la Russie, la Turquie, et même les Émirats arabes unis, et même l'Iran qui sont en train de se pointer, et même le Japon qui organise maintenant des sommets Japon-Afrique. Donc, la présence de ces acteurs-là sur le continent a emmené les chefs d'État africains à se sentir en position de force, pour négocier avec qui ils veulent. Mais compte tenu des liens historiques entre la France et ses anciennes colonies, et compte tenu de la proximité de certains chefs d'État africains avec des dirigeants français ou de certaines élites françaises, on a l'impression que ce système-là, ancien, version Focard, si on veut, je veux pour distinguer, la France-Afrique version Focard, est toujours celle qui est en place à l'époque de Macron. Ce n'est pas vrai. Les dirigeants africains instrumentalisent cela. Et d'ailleurs, ça a été expliqué par des journalistes français, cette histoire-là. Si tu permets, je peux juste regarder dans ma oui. bibliothèque. Ici, j'ai... euh, voilà. Oui, c'est ça. Si vous voyez le livre d'Antoine Glaser, ce livre-là, c'est quoi le titre? Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. C'est-à-dire que les dirigeants africains ont compris ça. Maintenant, le problème, c'est que le discours sur la France-Afrique, on l'entend beaucoup plus parce qu'il y a un certain militantisme sur la question. C'est qu'il y a ce militantisme-là a sa raison d'être. Seulement, les gens qui militent sur la question france-africaine devraient mettre à jour leur logiciel sur la question. Alors, mais du coup, on a quand même un peu de mal à te croire quand on observe, par exemple, ce qui s'est passé au Tchad très récemment. Si la France n'est plus si puissante, si elle n'a plus tant la main, comment expliquer qu'à la mort du président Idriss Déby, le président français soit venu adouber clairement le fils du président en défiant toute règle constitutionnelle au vu et au su du monde entier? Est-ce que ça, ce n'est Attends, pas aussi une marque un moyen pour la France de marquer, de montrer sa présence et de ça dire qu'elle c'est... continue de diriger le game? Oui, mais l'exemple que tu donnes confirme tout simplement ce que je viens de dire. Je dis que la France-Afrique n'est pas morte. Mais la France-Afrique version Focard n'est pas la France-Afrique de la version Macron. Rien à voir. Et je veux vous le prouver à travers l'exemple que tu viens de donner. Tu as dit au Tchad, le président français est venu soutenir la passation de pouvoir assez calamiteuse de Déby père à Déby fils. Bon, l'autre a été assassiné si on veut. Macron l'a soutenu. Cela fait-il autant du Tchad une succursale de la France en Afrique, comme à l'ancien temps? Je ne crois pas. Deuxième exemple, pour rejoindre le premier, soutenir mon argument par rapport à la question de la France-Afrique. Il y a eu 3 coups d'État en Afrique. 3 coups d'État en Afrique subsaharienne francophone ces dernières années. Au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Dans les 3 cas, la France est-elle intervenue directement? Non, À l'ancien temps, est-ce que ça pouvait se faire sans que les non, grandes oreilles françaises ne soient au courant? on est d'accord, non. Or, ça, ce sont des événements majeurs, ces coups d'État. Si l'on compare à ce qui s'est passé au Tchad, où
On en a assisté à l'assassinat d'un chef, à la mort d'un chef d'État et à son remplacement par son fils avec le soutien de l'armée. Attention, ce n'est pas le soutien de la France et les politiques. Pardon, il est politique. Mais c'est d'abord l'armée qui a cautionné ça parce que vous avez un clan qui est au pouvoir au Tchad. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, ce sont les réalités internes au continent africain. On a un clan qui est au pouvoir au Tchad et le clan essaie de préserver ce pouvoir-là et la France vient malhabilement soutenir cette bêtise-là ou cette histoire-là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle, quand on analyse ce genre d'événements, il faut avoir une certaine distance. Les gens ont une vision manichéenne des relations internationales et de la gestion du pouvoir. La gestion du pouvoir est très complexe. Et même les gens, vous allez m'excuser, mais les gens souvent qui parlent de la France-Afrique, qui dénoncent, je vous jure que certains d'entre eux ne seront même pas capables de diriger un quartier dans un pays africain. Parce que la gestion du pouvoir n'est pas un jeu. Je ne le dis pas pour attaquer les gens. Je veux que les Africains, surtout la jeunesse africaine, certaines jeunesses africaines, puissent comprendre les réalités du pouvoir, comprendre les règles du jeu international pour mieux se positionner. Si vous faites un mauvais diagnostic de problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous allez Oui, proposer des solutions tout aussi problématiques que le tout à fait. diagnostic que vous avez fait. Tout à fait. On est d'accord. Euh, euh, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les Africains, les jeunes en tout cas, veulent en finir avec ce système. Les jeunes sont très souvent dans la rue. Et alors, on remarque quand même que les gens ne font pas la confusion entre la France et les élites françaises, même si certains médias essayent de manipuler un peu là-dessus. Il n'y a pas de haine anti-France en Afrique. Je pense qu'il y a juste un ras-le-bol. Mais est-ce que ce ras-le-bol-là n'est pas aussi instrumentalisé quelque part? C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas aussi un peu trop facile de tout mettre sur le dos de la France? L'Afrique aujourd'hui a énormément de problèmes qui lui sont propres, des problèmes intérieurs, et parfois on a l'impression que tout est mis sur le dos de la France, comme si c'est la France qui alimentait la corruption dans nos États, c'est la France qui tripatouillait des élections de nos jours, hein. Est-ce que, quelque part, comment je vais appeler ça? Bon, tu l'as un peu dit tout à l'heure aussi d'ailleurs, mais cette situation-là dans laquelle les jeunes sont en permanence offusqués contre la France, elle bénéficie finalement même aux gens qui sont en place en Afrique. Mais oui, c'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt que les dirigeants, les élites africaines ont compris qu'elles pouvaient, pardon, instrumentaliser la question. La vérité est que la France a perdu pied dans une grande partie du continent africain, y compris dans ses anciens précarés. C'est un fait. Avant de répondre directement à la question, je vais vous donner des données, des chiffres. Il faut avoir des données objectives. Quels sont les principaux partenaires commerciaux de la France en Afrique? Le Nigeria, l'Afrique du Sud, en tout cas, c'est des pays de l'Afrique anglophone, c'est pas des pays francophones. Et ça, c'est d'abord les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, puis en Afrique subsaharienne, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal viennent, je crois, en 9e ou 10e position. Si vous prenez le cas du pétrole ou, comment on appelle ça, les approvisionnements en pétrole de la France, si vous regardez les pays africains qui approvisionnent le pétrole, la France en or noir, par exemple, les pays d'Afrique subsaharienne se retrouvent à quelle place? Vous avez, je crois, la Guinée équatoriale et puis le Congo-Brazza qui arrive, je ne sais pas, en 10e ou je ne sais pas quelle position. C'est d'abord le Nigeria, vous avez l'Angola, tout ça. C'est-à-dire que sur le plan économique, et là, je vous donne des données, des chiffres, pour que les gens comprennent de quoi on parle. Beaucoup de pays ne pèsent pas. La France essaye de préserver ses anciens acquis, les acquis qu'elle a. En tout cas, ce qui lui reste en Afrique subsaharienne, parce que c'est le seul coin du monde où elle peut avoir de l'influence sur le plan politique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de la question économique, il y a l'aspect politique. Qui vote avec la France au Conseil de sécurité, qui vote avec l'Occident, surtout au regard des enjeux actuels sur la question ukrainienne, par exemple. On l'a vu à plusieurs reprises, des dirigeants occidentaux aller faire, faire la cour aux États africains. On l'a vu, on le voit aujourd'hui. Donc, il y a cet aspect politique aussi, puis géopolitique, au-delà de l'aspect économique. Maintenant, quand on parle de l'instrumentalisation, mais elle est claire. Elle est très claire parce que ça permet aux dirigeants africains de se déresponsabiliser. Et c'est là où moi j'interpelle aussi nos compatriotes du continent qui militent à juste raison contre ce système qui perdure quand même, à juste raison contre le système france-africain qui perdure parce on ne veut plus de ce type de relation entre l'Afrique et les pays africains. Moi, je dirais même entre l'Afrique et puis les autres pays occidentaux, parce qu'en faisant une fixation sur la question france-africaine, on oublie la présence d'autres acteurs. Si vous prenez un acteur comme les États-Unis ont des bases, mais aussi gèrent
a des bases, mais il gère aussi des sites militaires sur le continent. Et ils en ont beaucoup, hein. Il y en a au Tchad, il y en a au Sénégal. Vous savez, les Américains sont présents au Sénégal. Les Américains sont présents au Niger. Ils sont présents au Gabon. Ils sont présents à Djibouti. Ils sont présents en Libye clandestinement. Ils sont présents dans plusieurs pays africains. Ils sont très présents au Sahel. Qui en parle? L'ignorance des enjeux fait que les Africains se retrouvent être les donneurs de leur propre farce, de leur propre ignorance. C'est ça le problème. Et moi, je pense que insister sur la question France-africaine revient à déresponsabiliser les États africains et les dirigeants africains. Parce que le jour où on va arrêter de parler de la France-Afrique, nous allons nous tourner, nous allons regarder nos dirigeants dans les yeux, leur dire de faire leur travail. Moi, nous avons déjà eu à discuter de cela en privé. Moi, je t'ai dit un jour, je dis, Philippe, je, je, je vois les dirigeants maliens aller, le colonel Goïta et son équipe aller. Il y a de la volonté, mais ils n'ont pas de vision. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation au Mali, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où vont les Maliens. Je veux parler des autorités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne veulent pas un changement dans leur pays. Ça veut simplement dire que la volonté ne suffit pas dans le développement d'un pays. Il y a tout un ensemble de facteurs qu'il faut prendre en considération. Est-ce que toi, tu connais la politique de défense et de sécurité du Mali? Toi, Non. tu connais la politique de défense et de sécurité du Burkina. Est-ce que toi, tu connais la politique de défense et de sécurité de la plupart de nos pays? Certains n'en ont même pas. Bon, vous allez accuser la France d'être responsable de vos propres turpitudes. Non, moi, je suis de ceux qui euh, ré- euh, travaillent à la responsabilisation des Africains face à leur peuple, des dirigeants africains face à leur peuple et face à l'histoire. Moi, le discours sur la France-Afrique ne me meut plus du tout pour la simple et bonne raison que d'abord, je constate que les gens qui en parlent souvent ne comprennent pas le système, ils n'ont pas encore mis à jour leur logiciel et plus encore, sans le réaliser, alors qu'en défendant peut-être, ils travaillent peut-être sans le réaliser contre les intérêts d'une Afrique qui refuse de se prendre en charge, au niveau de l'élite en tout cas. Et c'est à ce niveau-là que moi je me situe et je suis de ceux qui pensent qu'il y a une très grande instrumentalisation de la question France-africaine sur le continent noir, notamment en Afrique subsaharienne francophone. Trois coups d'État, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, Est-ce que tu es pour les prises de pouvoir par coup d'État? Quelle est ta position là-dessus? Mais ça dépend, c'est du cas par cas. Les coups d'État sont aussi le fruit d'une gestion problématique du pouvoir politique par des civils. Donc moi, je ne peux pas aujourd'hui reprocher au colonel Assimi Goïta d'avoir fait ce qu'il a fait, ou même au colonel Mamadou Doumbia. La Guinée a déçu, le président Alpha Condé a déçu. C'était un opposant. On a vu ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir. On voit la même chose en RDC, où le fils d'un ancien opposant historique, est en train de décevoir tout le monde. Pourquoi Vous il allez... déçoit? Mais parce qu'en réalité, ces gens-là vendent un discours vide de sens aux gens. La population, nous avons l'habitude de nous attacher aux gens et non à la vision qu'ils sont censés incarner. Ça, c'est le grand problème de l'Afrique subsaharienne. Quand moi je parle du colonel Assimi Goïta, je trouve que c'est quelqu'un de sympathique. Ce sont des jeunes gens qui se sont battus. Ils sont en fait, ces gens sont le porte-voix de la colère de la rue, de leur pays, d'une certaine rue africaine, de la jeunesse africaine. Assimi Goïta prend le pouvoir. Il appartient aux forces spéciales. Ce sont des gens qui ont vu la détresse de leur peuple au nord du pays. Ils ont combattu ces gens-là. Ils ont vu comment les politiciens, comment les civils instrumentalisent la question, comment est-ce qu'ils s'amusent avec ça pour des intérêts qui leur sont propres. Ils ont vu ça. Ils ont décidé de faire le coup d'État. Est-ce qu'on peut le leur reprocher? Le coup d'État devient aussi une manière de sauver la population, les populations, d'une dérive autocratique de pouvoir par des civils. Mais le problème, c'est que le coup d'État ne suffit pas parce qu'il faut avoir une vision pour accompagner ça. Et c'est là où l'Afrique subsaharienne pêche de manière générale, que ce soit au Mali, en Guinée, au Burkina. J'apprécie beaucoup le jeune capitaine qui a pris le pouvoir et j'ose espérer que l'intelligentsia burkinabé va l'accompagner parce qu'il y a une volonté, on le sent quand il parle. J'ai suivi son discours quand il a parlé de la misère de son peuple. Oui, On sentait que ça venait de ses tripes, ça venait de son cœur. C'est aller le chercher. Ce n'est pas un politicien. Il ne faisait pas de la politique. Mais le problème, c'est que la gestion du pouvoir, je reviens encore une fois, a des réalités qui échappent à toutes à certaines règles, à la raison parfois.
Comme on dit, le cœur a des raisons que la raison ignore. On peut dire la même chose de la gestion du pouvoir qui est très complexe, qui est quelque chose de très complexe. Donc, en gros, oui, on peut soutenir des coups d'État, mais ça dépend des cas. Si c'est un coup d'État inutile ou opéré par des chefs militaires qui veulent tout simplement s'accaparer du pouvoir, je ne le soutiens pas. Mais si c'est un coup d'État qui s'explique à la lumière de ce que l'on peut observer sur le plan socio-politique et économique dans un pays, ou même sécuritaire, comme dans le cas du Sahel, je le comprends. Sans nécessairement dire que je soutiens, je peux dire que je les comprends, ces coups d'État. Très bien. Patrick, moi, je veux aussi te relancer pour revenir un tout petit peu sur le Tchad. Aujourd'hui, c'est un pays qui est quand même dans une certaine forme d'instabilité. On a eu des populations qui sont descendues dans la rue, l'armée a tiré, les opposants se sont enfouis. Je pense notamment à Succès Masra qui a qui a quitté le pays. Euh, Est-ce qu'on est en train de partir vers un pays qui va sombrer dans la violence là? Oui, parce qu'il y a beaucoup de frustration, parce que vous avez un clan qui dirige le pays d'une main de fer, vous avez beaucoup de frustration, vous avez beaucoup de problèmes socio-économiques, vous avez des problèmes sécuritaires aussi. C'est là, c'est le problème de nos États. Quand on a des États qui n'ont pas d'institutions fortes et quand le pouvoir est incarné par des individus, par des systèmes composés d'individus véreux et sans vision, ça donne ça. Mais il n'y a pas que le Tchad. Moi, j'irai plus loin, Philippe. Si je prends le cas du Cameroun, qu'arrivera-t-il aujourd'hui, demain, si Biya décédé? Qu'arrivera-t-il au Congo-Brazza si le président Sassou n'était plus de ce monde? Est-ce qu'on pense à ça? Personne ne pense à ça. Qu'arrivera-t-il au Au Gabon? Rwanda, Ouais, au au Rwanda. Gabon? Qu'arrivera-t-il au Rwanda le jour où Kagame ne sera pas là? Parce qu'il y a beaucoup de frustration. Vous avez 85% de la population Hutu qui se sont marginalisés, qui a toujours été marginalisée, qui a été qui a été soumise à la dictature, à la férocité d'une minorité en place. Donc tout ça permet d'appréhender l'avenir avec beaucoup d'inquiétude. Et le cas du Tchad, c'est le cas de beaucoup de pays africains. On ne pense pas toujours à ça parce que sur le continent, nous avons tellement de problèmes que nous réfléchissons simplement au jour le jour. Je vais réfléchir sur les problèmes de lundi quand je me réveille le matin, le lundi matin. Je réfléchirai sur les problèmes du mardi quand je vais me réveiller le mardi matin. Le problème, c'est qu'on ne gère pas un pays comme ça. Et ça, si je prends le cas du Tchad, moi j'ai d'abord peur pour ce jeune président-là, le fils de Déby, parce que c'est sûr qu'au niveau de l'armée, il y a aussi des tensions. On ne parle pas de ça. Vous pensez qu'il y a des officiers, ces vieux officiers qui étaient avec son père, qui voient le fils arriver comme ça, qui est imposé par un groupe de gens, parce que dans ce genre de situation, vous n'avez jamais l'unanimité. Même si en public, vous voyez l'armée faire semblant d'être derrière son chef, vous avez toujours des rivalités, des tensions à l'intérieur qui peuvent du jour au lendemain déboucher sur des situations incontrôlables. Prenez le cas du Burkina Faso. Quand vous Oui, regardez ce qui s'est passé tout récemment, il y a eu un coup d'État contre le président Kabore. Le colonel, le lieutenant, comment il s'appelle le lieutenant-colonel qui était le président, oui, là, je me rappelle pas de son nom. excusez-moi, son nom m'échappe, il prend le pouvoir. Un matin, on se réveille, on voit une mutinerie, il y a un problème, il y a des tensions au sein de l'armée, on voit le capitaine surgir de nulle part et celui qui devient le nouvel homme fort du pays. Mais quand vous analysez les événements au Burkina Faso, vous vous rendez compte que le capitaine-là n'était pas préparé à ça. Vous vous rendez compte qu'il y a eu des discussions, il y a eu des débats intenses au sein de l'appareil sécuritaire, au sein de l'armée, et qu'à un moment donné, il y a un groupe d'officiers qui a décidé d'écarter le président qui était là, le lieutenant-colonel qui était là, et tout d'un coup, un d'entre eux, c'est souvent dans ce genre de situation, c'est le plus courageux qui va prendre le devant. Mais quand vous écoutez ses premières paroles, vous analysez sa posture, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est lui-même dépassé par les événements et qui décide d'assurer le leadership en se disant très rapidement qu'on va céder le pouvoir aux civils parce qu'on sent que le jeune n'est pas un politicien, c'est un militaire. Ils ont pris le pouvoir. Ils avaient Damiba, c'est ça, hein, Oui, 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 c'était le plus âgé parce qu'il faut regarder ça aussi. C'était le plus âgé, un peu le grand frère du groupe et c'est lui qui était aussi le plus haut gradé. Il était lieutenant-colonel. Lui, il est capitaine. Donc, quand vous analysez les événements, vous vous rendez compte qu'il arrive au pouvoir malgré lui. C'est la force, c'est dans la force des choses qu'il arrive là, pas parce que ça a été prévu.
Donc, quand vous êtes dans ce genre de situation, dans ce genre de conjoncture, vous vous rendez compte aussi de la fragilité de tout le système. Et ça va dépendre du type de leadership pour ensuite assurer la suite des événements va dépendre du leadership en place. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt qu'il faut peut-être soutenir ce jeune-là au Burkina Faso, l'accompagner parce qu'il y a de la volonté. Et je ne pense même pas qu'il a envie de rester au pouvoir. Parce que le pouvoir, Philippe, cher Philippe, est quelque chose de très dangereux. Le pouvoir corrompt. Et quand on a un peu une distance par rapport au pouvoir, on finit par être emporté par celui-ci avec des conséquences que nous voyons pour la plupart de nos États. Effectivement. Alors, comment expliquer que, alors, sous cette France-Afrique, Mm. comment expliquer la disparité des résultats économiques des différents pays africains? Parce que malgré cette France-Afrique, on voit quand même que malgré le franc CFA, malgré les bases militaires, comme je disais tantôt, il y a des pays qui semblent mieux tirer leur épingle du jeu que d'autres. Comment expliquer ça? Parce que est-ce qu'au final, des pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, qui semblent avoir des résultats de plus en plus intéressants, qui mettent dans leur pays des politiques euh, qui semblent être porteuses, ont quand même tous ces résultats-là en pleine période de France africaine. Et puis il y a d'autres pays où c'est pas tout à fait ça. Tu sais, Philippe, la manière dont tu poses un problème va déterminer la manière dont tu cherches à le résoudre. La manière dont tu lis l'histoire va déterminer ta manière de te comporter face aux événements historiques auxquels vous êtes confrontés. Le problème sur le continent africain, en Afrique subsaharienne, se compose mal de problèmes. Est-ce qu'on a un problème? Est-ce que c'est le problème de la France-Afrique, du franc CFA ou de la gestion du pouvoir et de la vision qui la caractérise? Est-ce un problème de France CFA ou de gouvernance et de la vision qui caractérise cette gouvernance-là? Pourquoi je pose ces questions-là? Moi, j'ai toujours dit que pour moi, la question du franc CFA est secondaire à la question de la gouvernance et de la vision qui doit accompagner cette gouvernance. Si j'ai une vision souverainiste, par exemple, sur le plan sécuritaire, sur le plan monétaire, sur le plan économique, sur le plan politique, je veux mettre en place des politiques qui vont m'emmener tôt ou tard peut-être à me séparer du franc CFA. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais si tu poses le problème, tu prends un problème secondaire et tu en fais le problème principal et tu veux le régler, mais tu ne régleras rien. Le résultat est là. Vous avez des pays qui sont membres de ce système, qui ont évolué dans ce système-là. La Côte d'Ivoire, par exemple, qui est beaucoup plus évoluée que la plupart des autres pays. Il faut le dire dans la région. Qui est beaucoup plus évolué même beaucoup plus avancé, pardon, que des pays comme la RDC qui a des richesses qui n'a pas le franc, c'est pas qui n'a rien de tout ça. Vous ne pouvez pas aujourd'hui comparer la Côte d'Ivoire à mon pays d'origine, la RDC. Et je vous dis objectivement, c'est pas parce que je suis congolais que je veux commencer à me raconter des histoires. Vous ne pouvez pas. Parce que il y a une vision du monde. On peut ne pas la partager, mais cette vision permet de comprendre les décisions qui sont prises sur le plan socio-politique, économique. Mais il n'y a pas de vision ailleurs. Il y a des choses qu'il faut que nous reprochons. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut faire attention dans la manière dont nous posons le problème que nous avons. J'ai vécu un peu en Côte d'Ivoire. C'était, mais quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'étais étonné. Je vous dis la vérité. Le président Houphouët-Boigny, perd son âme, était un élément essentiel du dispositif France-Africain. Un Clairement. élément Un essentiel. pilier, oui. Un pilier du système. Et d'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'on parlait de la France-Afrique tantôt, si tu le permets, Philippe, je rappelle pour dire que la France-Afrique n'était pas un mouvement, c'était pas un système unilatéral de la France vers l'Afrique, mais c'était un système symétrique, ça allait dans deux côtés. Il y avait des décisions qui se prenaient en France en accord avec des dirigeants africains. Juste ça, c'est juste la parenthèse pour vous montrer que c'était un système assez incestueux qui profitait aux élites, non seulement françaises, mais aussi africaines. On ferme la parenthèse. On revient au Fouad-Bani. C'est un élément essentiel, un pilier du système france-africain. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Houphouët-Boigny a construit son pays. Si je compare à d'autres pays de la région, si je compare à l'Afrique centrale, il n'y a pas photo, comme on dit. Alors, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ça. Qu'est-ce que Houphouët-Boigny a fait? Il avait une vision de son pays. On peut ne pas partager cette vision. Moi, je ne partage pas totalement cette vision. Mais je reconnais que Houphouët-Boigny a fait des choses dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire bénéficie
des grandes lignes tracées par Houphouët-Boigny, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, qu'on apprécie ou pas son appartenance au système france-africain. L'Afrique a un déficit de vision au sommet des États. Je te dis, je t'ai dit tantôt, pose la question, et là en Afrique, posez-vous la question de savoir quelle est la politique de défense et de sécurité dans un certain nombre de pays. Ça n'existe pas. Nos services de renseignement travaillent à traquer les opposants et non à sécuriser les États. Or, ben, c'est la vérité. Or, un service de sécurité doit travailler à la sécurisation des frontières, à la sécurisation des intérêts de l'État, et automatiquement, cette sécurisation va bénéficier au pouvoir en place. Mais nous ne comprenons même pas ça. Nous avons des ambassades à l'étranger. Philippe, tu parles souvent d'investissement, d'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu sais que les ambassades sont des éléments essentiels des investissements dans les pays étrangers? Je suis au Canada. Que fait l'ambassade du Cameroun au Canada pour préparer des investisseurs ici au Cameroun? Que fait l'ambassade de la RDC ici, à part distribuer les visas et puis tout ça? Parce que là, une ambassade, c'est pas seulement le visa. Il y a une branche qui est consacrée à l'économie, il y a une branche qui est consacrée au renseignement. Que faisons-nous de tout ça? Mm. L'Afrique doit se responsabiliser, doit se responsabiliser, doit se prendre en main. Quand il y a des investisseurs africains, quand il y a des jeunes Africains qui, euh, euh, qui font des grandes choses en Occident, nos pays ne les récupèrent pas. On les laisse. Quand l'Occident les récupère pour travailler pour l'Occident, on les accuse d'être des vendus. Mais nous sommes malades, mon frère. Il faut être... Ouais, non, mais nous sommes malades. Je vous dis la vérité. Ailleurs, la diaspora, en Israël, Israël, c'est une diaspora. Israël, c'est sa diaspora qui a fait Israël. Ils sont partis de partout. Ils ont construit ce pays-là. Dans tous les pays, la diaspora joue un rôle important. Sauf dans les pays africains où ça joue un rôle important, mais c'est un rôle relativement important. Quand je parle de rôle ici, je parle de l'assistance de l'État. Si l'État doit accompagner ses fils et ses filles qui sont à l'extérieur du pays pour contribuer au développement de nos pays d'origine. Nous ne le faisons pas. Je vous donne un exemple. Je fais un peu une digression, mais vous allez Vas-y, comprendre parce vas-y, que vas-y. prenez la guerre en Ukraine. Vous pensez que les États-Unis ou le Canada interviennent dans le conflit ukrainien simplement pour les beaux yeux des Ukrainiens? Oui, il y a la dimension géopolitique de cette question-là, mais il y a aussi l'implication des Ukrainiens, des Américains, des Canadiens ukrainiens. Mm. Parce que vous avez aux États-Unis et au Canada une très forte diaspora, une très forte communauté ukrainienne. Et ces gens influencent, essaient d'influer sur la politique étrangère du Canada et des États-Unis sur la question ukrainienne. Vous comprenez? Donc, nous, est-ce qu'on peut influer sur les politiques de deux pays ici par rapport à ce qui se passe chez nous? Non. Pourquoi? Parce que, un, nous sommes désorganisés et deux, parce que nous ne sommes même pas soutenus par nos pays d'origine. Et donc, pour revenir à ce que je... Tout ça pour dire que ça prend une vision à la tête des États. Donc, vous Mm. avez des pays qui ont fait partie de la France-Afrique, mais qui essaient de s'en sortir tout simplement parce qu'il y a une vision. On peut ne pas être d'accord avec cette vision-là, mais il y a une vision. Mieux vaut avoir une vision peut-être bancale, mais que de ne pas en avoir. Et ça, c'est le problème de beaucoup de pays africains. Alors, pour se déresponsabiliser, on dit, ah, mais c'est la faute du franc CFA. Et vous avez des universitaires, et vous avez des gens qui vous disent, c'est le franc CFA qui a fait ça, le franc CFA nous bloque. Or, s'il y a une vision à la tête de nos États, la question du franc CFA deviendra secondaire. Pourquoi? Parce qu'un dirigeant qui sait qu'il a besoin d'une certaine autonomie, d'une certaine marge de manœuvre sur le plan politique, économique et financier, comprendra au regard de sa situation qu'il doit se débarrasser ou non du franc CFA. C'est aussi simple que ça. Ça dépend de la manière dont nous posons le problème. Et pour l'instant, nous posons mal notre problème et nous utilisons des logiciels périmés pour comprendre des réalités actuelles. Effectivement. Comment on s'en sort de ça? 2022 est derrière nous. 2023 nous ouvre ses portes. Comment on sort de ce système? Mais moi, je pense que l'Afrique souffre, il y a une carence de réflexion stratégique sur plusieurs questions en Afrique. Je parle de réflexion stratégique sur les questions d'économie, sur les questions de sécurité de défense, sur les questions politiques. Quand tu parles de stratégie, en Afrique, on te regarde avec des gros yeux, c'est comme si tu disais quelque chose de gros, alors que ça prend ça. Il suffit de définir ce que nous voulons. L'Afrique est plurielle. Quand tu me poses la question, je pourrais aller, si je vais pays par pays, je pourrais te dire, par exemple, que
Aujourd'hui, la crise ukrainienne est en train de nous donner une grande leçon, en ce sens que la Russie, à laquelle on a imposé des sanctions incroyables, plus de 12 000 sanctions, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais la Russie, l'Occident a imposé à la Russie depuis 2014 non, non, plus de 10 000 sanctions. Et la Russie arrive à s'en sortir. En 2014, quand on a imposé des sanctions à l'agriculture, au secteur agricole russe, ça a poussé les Russes à développer des modèles et des méthodes pour devenir aujourd'hui des premiers producteurs mondiaux. La Russie est le premier producteur mondial, je crois, du blé. De blé, oui. C'est-à-dire que ça a commencé en 2014. Voilà comment des gens ont pu retourner une situation défavorable en une situation favorable. Parce qu'il y avait une vision à la tête de l'État. Ils ont compris, ils ont dit, mais attendez, ces sanctions-là, elles vont nous faire mal, mais en fait, elles nous réveillent parce qu'elles nous montrent qu'en fait, nous ne devons plus être dépendants de ce système et de ces gens-là. Quand il y a une vision, c'est comme ça qu'on pense. Aujourd'hui, avec les plus de 10 000 sanctions, ils arrivent à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce sont eux qui ont les matières premières. Ils ont le pétrole, ils ont le gaz, et on ne vous parle même pas de l'uranium, on ne vous parle pas des autres métaux rares que la Russie détient dans son sous-sol. Ils ont compris que ce sont les pays détenteurs de matières premières qui vont imposer les règles du jeu. On vient de leur imposer, l'Union européenne a imposé des sanctions sur le pétrole en disant on va plafonner les prix à 60 dollars. Les Russes ont dit il n'y a pas de problème, on ne va plus livrer de pétrole. Sachant que cela pourra engendrer des tensions sur le marché international et provoquer l'augmentation des prix. Et ça, c'est quand on parle du pétrole, mais quand on parle maintenant des produits dérivés du pétrole, le gazole, est-ce que vous pensez aux conséquences? Parce que là, sur ce truc-là, ce n'est pas vraiment le marché international qui arrive à réguler ça. Ils ont compris, il y a une vision. Nous avons des ressources naturelles dans nos pays africains. Nous avons des matières premières importantes qui aiguisent les appétits. Comment faire pour se servir de ces matières premières-là et s'imposer sur l'échiquier mondial aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Afrique est courtisée pour ses matières premières, mais aussi pour la place qu'elle occupe aujourd'hui dans le grand jeu des grandes puissances sur l'échiquier international. Comment profiter de ce positionnement-là sur la scène internationale pour articuler des stratégies qui vont nous emmener à nous développer sur le plan intérieur, en profitant des partenariats gagnant-gagnant? Ce sont des réflexions qui doivent être faites. Or, nous, on regarde la question syrienne, la question ukrainienne, par exemple, en nous disant, ah ben c'est loin, de toute façon, c'est bien, la Russie va taper, et puis la France va partir, la Russie va venir. Comme si les Russes vont venir en Afrique pour les beaux yeux des Africains. Regardez le débat sur la présence de la Russie en Afrique, ou même de la Chine, dans le milieu, par exemple, qui se dit panafricain. Il n'y a aucune réflexion stratégique. On est dans ce que moi j'appelle la réflexion de l'émotion. On veut substituer, nous sommes, l'Afrique subsaharienne francophone est en quête permanente des maîtres. Hier, c'était les États-Unis, c'était la France. On ne veut plus de la France, on veut de la Russie. On ne veut plus de la France, on veut de la Chine. Ça ne marche pas comme ça. La France peut être un partenaire respectable si nous nous imposons, si nous avons une vision et nous imposons nos vues à la table des négociations, des discussions. Parce que la même France traite avec l'Angola et le Nigeria. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le même problème? Est-ce le problème de la France ou de vision du côté africain? Puisque la France traite aujourd'hui avec l'Afrique du Sud, l'Angola, le Nigeria, le Ghana, tous ces pays-là se trouvent en Afrique subsaharienne quand même. À moins que les dirigeants de ces pays-là soient des extraterrestres, ce que je ne crois pas. D'ailleurs, certains d'entre eux sont membres de la CEDEAO. Ils appartiennent à la même grande famille sous-régionale. Donc, ce n'est pas un problème d'État, c'est un problème de vision. Et nous pouvons profiter de notre position aujourd'hui sur la scène internationale pour avancer nos propres cartes, qui en retour devra profiter aussi, pour avoir une vision qui va profiter à nos politiques intérieures. Mais encore faut-il avoir une vision. Est-ce que tu peux comprendre ça, Philippe, qu'au niveau de la CEDEAO, tous ces pays-là soient incapables de se mettre ensemble pour enrayer la dynamique djihadiste au Sahel? Vraiment, tu comprends ça, toi? 14 ou 15 pays soient incapables de régler la question du djihadisme en Afrique, dans la sous-région? Tu arrives à comprendre ça, toi? Tu arrives en RDC, c'est la même chose. Et donc, pour régler ça, en gros, je pense qu'il faut que les Africains apprennent à réfléchir de manière froide et non émotionnelle.
mettre de côté l'émotion, même si elle a sa place d'être, cette émotion-là, mais privilégier la réflexion stratégique. Ce sont les intelligences, c'est la synergie des intelligences qui va faire avancer l'Afrique et non la synergie des émotions. Je pense que là-dessus, on va, on va mettre un terme à cette première séquence parce que on a commencé à beaucoup parler un peu d'Ukraine ici, mais on fera une Mhm. émission dédiée à l'Ukraine, le conflit russo-ukrainien, parce que il y a quand même énormément de propagande autour de ce conflit-là. Beaucoup. Énormément. C'est vraiment c'est incroyable. Incroyable à quel point il y a de la désinformation, euh, tu C'est veux, normal, c'est oui, tu veux dire, normal, oui, c'est normal parce que l'Ukraine est un détail dans ce que nous observons. L'Ukraine n'est qu'un détail. C'est une rivalité entre deux blocs à travers l'Ukraine. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors, le positionnement de l'intelligentsia, des médias et des politiques occidentaux se comprend à partir du moment où l'on comprend que nous sommes face à une rivalité entre deux modèles, entre deux systèmes de civilisation, si on veut, entre deux civilisations. Et les études scientifiques montrent qu'en temps de conflit en Occident, les universitaires et les médias ont tendance à défendre le camp idéologique auquel ils appartiennent. Donc la propagande que nous voyons est tout à fait normale. Et comme l'a dit Noam Chomsky, la propagande est à la démocratie ce que la matraque à l'État totalitaire. tout à fait. Noam Chomsky que j'aime beaucoup. Euh, Très bon penseur. Merci beaucoup, Patrick, Au plaisir, pour cette Philippe. première séquence. On se retrouve pour une autre séquence très prochainement, au cours de laquelle on parlera encore d'un autre sujet. On en a plusieurs, les Grands Lacs, sujet qui est ta spécialité. Puis j'aimerais bien aussi, pourquoi pas qu'on fasse une émission sur Kadhafi, parce que c'est un sujet sur lequel tu as énormément fait de recherches. Tu as produit un ouvrage gigantesque dessus. Et je pense que moi, j'aurais des questions pour toi pour déceler le vrai du faux. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Kadhafi. Ange ou démon, euh, Mais surtout quand je lis, excuse-moi Philippe, quand je lis ce que encore une fois, les Africains, moi, ce qu'on dit sur Kadhafi en Occident, bon, ça m'importe peu, c'est une vision qu'ils ont de la question, mais ce que les Africains pensent de la question libyenne m'a toujours surpris et ça montre à quel point euh, nous aimons bien, à notre corps défendant peut-être, entretenir notre propre ignorance. Parce que la question libyenne permet de comprendre beaucoup de choses. Si tu permets très rapidement, moi, c'est à partir de la question libyenne que j'ai tiré des conclusions sur le monde multipolaire d'aujourd'hui. Ce que nous disons aujourd'hui, ce que je viens de vous dire sur la question africaine, je l'ai dit dans la conclusion de mon livre sur Kadhafi. Parce que les gens aujourd'hui, euh, la question ukrainienne cristallise les frustrations et puis a remis au goût du jour la question de la multipolarité du monde. Mais moi, je l'ai identifié après l'assassinat de Kadhafi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la question syrienne. Et j'ai analysé tous les comptes rendus du Conseil de sécurité sur le débat portant sur la question syrienne. Et à ce moment-là, j'avais déjà identifié le point de rupture entre l'Occident et l'axino-russe parce qu'ils se sont opposés à toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la question syrienne. Et de mon point de vue, c'est à ce moment qu'on a assisté à un grand tournant dans l'histoire des relations internationales. Peut-être que la littérature scientifique à venir me donnera raison sur cette question. Si tu permets, je veux juste te lire ce que je disais dans mon livre de Kadhafi, là. Je sais qu'on a fini, excuse-moi. non, non, vas-y. Ce que je disais, Ça servira de teasing pour l'émission sur ex- Kadhafi. exactement, ça c'est mon livre sur Kadhafi. Je disais, je dis ceci en conclusion. En outre, la Libye a été le dernier arrêt avant la fin du monde unipolaire dominé par la communauté occidentale internationale. Muammar Kadhafi doit s'esclaffer dans sa tombe. Il n'est pas parti seul. Dans sa descente aux enfers, il a eu le temps d'emporter avec lui une bonne partie de la toute-puissante hégémonie euro-américaine. Des ruines fumantes libyennes a rapidement émergé, contre toute attente, un monde multipolaire qui se mettait tout doucement en place. Comme le fait observer Bertrand Badier, l'Occident doit compter avec un monde qui n'est plus exclusivement le sien. Et plus loin, j'essaie d'expliquer pourquoi est-ce que les Africains, les dirigeants africains doivent profiter de cette conjoncture internationale pour se positionner sur l'échiquier international. Déjà, là, je le dis, là, c'est dans les livres qui suivent. Et
Je dis très clairement, les dirigeants africains doivent prendre leurs responsabilités devant leur peuple et l'histoire. Ils doivent à tout prix se soustraire de l'étouffante tutelle occidentale. Ils doivent mettre fin aux rapports naïfs, irrationnels, paternalistes et surtout des dépendances qu'ils entretiennent avec l'Occident. Ceux qui choisissent la voie du compromis ou de la soumission pour préserver des bonnes relations avec l'Empire occidental, pensant qu'ils seront rémunérés pour leur docilité, doivent savoir que celui-ci ne garantit jamais rien à personne. Et je donne l'exemple de Muammar Kadhafi et j'explique pourquoi il est essentiel pour les dirigeants africains de savoir se positionner en fonction des intérêts du continent, mais aussi de leur pays. Pas en réfléchissant par procuration, en faisant du copier-coller de ce qui se fait ailleurs, mais en examinant tout simplement l'échiquier mondial, en regardant la position du continent, les forces et les faiblesses du continent, et à partir de là, à avoir articulé une vision qui va rencontrer les intérêts d'abord majeurs du continent et ensuite de ses partenaires. C'est comme ça qu'il faut voir le monde. Il ne faut pas voir le monde de manière manichéenne. Il faut simplement voir le monde de manière rationnelle et pragmatique, parce que la gestion du pouvoir est complexe, le plus important étant le bien-être du continent et de ses habitants. Merci beaucoup, Patrick, Au pour tes plaisir, Philippe. éclaircissements. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. Comme vous avez pu le constater, avec Patrick, on ne s'ennuie pas. Il y a énormément de choses à partager et à apprendre surtout. Donc, j'espère qu'on va se retrouver très prochainement pour une autre émission avec lui. Mais surtout, il est convenu qu'au terme de cette série d'émissions, que l'on fasse aussi des lives au cours desquels vous pourrez le challenger sur les différentes thématiques qui sont abordées ici. Il n'est pas dit qu'il a la science infuse ou alors que ses positions ne sont pas à contredire. Au contraire. Mais bien évidemment, tout exercice de contradiction demande d'abord d'avoir écouté la position adverse avant de pouvoir discuter. Donc, écoutez ces émissions, notez, et puis le moment venu, bien évidemment, vous pourrez discuter avec Patrick et le challenger sur telle ou telle autre question. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission avec Patrick.